I'm happy to introduce you Bonjour à to tous, uh, management je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire sur la gestion de la perte de poids. Je vais partager avec vous mon écran pour vous montrer un petit peu les diapositives de ma présentation. is the Zoom share screen. Here it is. So that's the first slide actually Vous to avez ici la première diapositive. if you're Spanish or if you're French, Si vous you don't souhaitez need écouter la présentation en français ou en interpretation. espagnol, You je can vous simply invite à have two cliquer interpretations, sur le one in bouton Spanish, en forme de globe qui vous permettra interpretation, d'accéder à and l'interprétation. interprétation française. Cliquez sur interprétation français dans l'icône dans le bas. Then I'm really happy to introduce you Je suis to ravie également de vous présenter what works in weight loss ce qui management. fonctionne, We'll ce see qui here marche dans la mostly perte de poids. probably surprising information, but Vous apprendrez très hopefully probablement to des show that you'll informations get this much more efficient surprenantes model I'm presenting actually et je vais vous as a présenter leader. un petit peu tout cela But en I'm happy to détail. introduce you to Mais je ne Dr. suis pas Andrew seule. Je Eman, vais vous Professor présenter Dr. Andrew Eman, Associate professeur Director of et Integrative Medicine directeur de la at médecine George intégrative Washington à University. l'université de George He's Washington. also creator of one of the Il est également l'un des largest créateurs academic-based integrative medicine d'un des programs plus in grands programmes de Massachusetts médecine University, intégrative des University of États-Unis Michigan, depuis 16 ans à l'université du Michigan et directeur médical du Code métabolique focusing qui se on concentre sur technology la and technologie de la santé et innovation. And l'éducation. he oversees in the effort Il to supervise également transform une formation movement pour des industry. milliers He's de also professionnels de santé, de head médecins, and chaque founder année of an en tant que directeur academic. d'affaires I must say, académiques. he also has a Alors, big je dois heart. admettre que oui, aussi, il a un grand cœur. Very spiritual. I know. I saw Il est some of très his spirituel. lectures. J'ai la chance d'avoir pu So, participer à Andrew, certains de ses can you cours. maybe, Andrew, I'm going to peut-être, stop sharing. Can you maybe voilà, say a peut-être que brief vous pourriez vous présenter en quelques introduction mots. and what maybe your goal is Peut-être actually in vous pouvez aussi medicine, expliquer quel est what votre you'd like to objectif en médecine. transmit. Que souhaitez-vous transmettre? So thanks for having me. I really Merci beaucoup de m'avoir appreciate it. invité. It's good J'apprécie fun to énormément be cette here invitation. C'est un to honneur have an pour moi d'être ici opportunity présent et to d'avoir l'opportunité speak with you and to de speak with all m'exprimer of avec the vous et de people discuter avec tous listening ces really around the world. participants qui vraiment, And vraiment viennent du this monde is entier. a topic in general of C'est une integrative thématique de manière medicine générale, that I've la been médecine involved in intégrative, for the où past je suis 30 active years. depuis près de 30 ans maintenant. And my goal has always been the Mon same, objectif a toujours is été le to même, hopefully be an advocate for change être le and défenseur du help changement, transform medicine aider into something that's à more transformer la médecine humane en quelque chose d'un peu and plus humain, patient-centered, centré sur le patient, that really focuses on the needs of the de, individual de se concentrer sur les and besoins des that individus, understands that et aussi une each médecine person is qui different comprenne que chaque in personne their est health journey, différente dans son parcours de santé. and hopefully to be very Et inspiring to the j'espère notion aussi être assez that everybody inspirant autour wants de to cette live their notion que best tout le life monde and veut avoir feel and la feel meilleure vie well. possible, de se sentir en pleine It's a real santé, de se privilege sentir for me as an vital. C'est individual to un help my privilège pour moi patients en tant que along that médecin journey, d'aider mes patients à parcourir and I hope to ce share chemin de that santé. knowledge and wisdom Et with j'espère you partager avec and vous un to peu de your cette audience. connaissance et cette sagesse avec vous et le public. The public, where I'm going Alors, to juste have pour about a revenir un petit 50, peu, 60-minute lecture, nous allons with a lot of avoir answers, with a lot of tips. une présentation Then pendant you'll une be heure à able peu to près. ask Vous allez questions. nous And partager vos conseils, vos I'm astuces. really Et excited. And ensuite, then the audience vous aurez, has the le public va opportunity pouvoir of asking poser questions and ses private questions. questions on your topics, as you will see. So, okay, now you can take out your audio and your video, Andrew, and see us in about 50, 60 On se minutes. retrouve encore So d'ici let me share my à la fin de la screen again. présentation. Donc, à nouveau, je vais vous partager mon écran pour que To vous my voyez la presentation. présentation. And we have here, first of all, I want to Alors, present tout the d'abord, categories j'aimerais of weight vous loss, présenter les the categories catégories of weight entre le loss on the surpoids et on the l'obésité en se bottom basant index. sur You'll see l'IMC, that l'indice de masse corporelle. 50% has a Alors, les BMI between personnes en 25 and surpoids ont 29, un and IMC similarly, you'll see entre that 25 et30 has 29 a surprising et BMI between certaines 1.5 personnes ont and un 2. You see IMC that obese assez class is comprised surprenant. of Donc, pour la BMI classe between numéro 1 d'obésité, c'est 34.9 entre 30 et BMI 34,9 pour based on l'IMC. kilos per L'IMC est square basé meter. sur les kilogrammes Then you see that par obese mètre class carré. 2 goes to Pour la classe numéro 2 de 35.9, l'obésité, nous sommes obesity sur un IMC entre over 35 et 40 39,9 et pour la classe 3, c'est au-delà de and 40, we 40 et see that plus. in the Polynesian Dans les islands, îles they are polynésiennes, alors concentrated vous connaissez peut-être, obese c'est levels un petit paradis also sur in the Terre, Polynesian islands, au large de where l'Australie, dans le Pacifique, mais de this fait, drop in
Il s'agit probablement d'un piège en termes d'obésité. Si vous vivez là-bas, vous serez très probablement obèse. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est là-bas qu'on peut observer les taux d'obésité les plus élevés. Les îles Samoa-américaines enregistrent un chiffre record, plus de 70% de la population est obèse. Vous avez là d'autres types d'obésité. Aux États-Unis, presque 42% de la population est obèse, donc avec un IMC de 40 et plus chez les adultes. En 11e place, nous avons le Qatar, puis le Koweït, l'Arabie saoudite, qui ont également des chiffres assez alarmants. Le Royaume-Uni enregistre la 55e place avec un peu plus de 26%. La Belgique, 20%, c'est trop pour nous. Et les Pays-Bas s'en sortent un peu mieux avec 15% et la France, 10%. Et bien sûr, vous avez aussi les pays très pauvres africains qui ont un chiffre un peu moins élevé. Mais alors, comment perdre du poids? J'ai créé un modèle sur un programme de gestion de perte de poids qui comprend 11 sections. La première, rapidement, introduction. Elle se base sur l'épidémiologie, sur les personnes obèses, mais aussi la personne la plus lourde jamais enregistrée. Nous la verrons un peu plus tard. Ensuite, nous avons la partie sur tout ce qui est l'aspect psychologique et les modifications du mode de vie, un régime alimentaire efficace, et ensuite 13 manières de réduire son appétit. Des thérapies nutritionnelles, pas seulement pour réduire l'appétit, mais aussi pour améliorer votre composition corporelle. Ensuite, les thérapies hormonales autour de la thyroïde, les hormones de croissance, etc. Ensuite, comment réduire les excès d'hormones avec du cortisol, l'insuline, l'estrogène. Ensuite, on parle de thérapie hormonale pour réduire l'appétit avec le GLP, la leptine, l'ocytocine, la TRH. Vous verrez un petit peu des nouvelles assez intéressantes et surprenantes. Et ensuite, réduire les niveaux ou les effets des hormones qui donnent cette idée d'appétit. Et ensuite, les zones de dépôt de graisse, qu'est-ce qu'on peut faire à ce sujet? Et ensuite, des cas pratiques de patients. Donc, voyons cela un petit peu plus en détail. Regardons en premier donc l'aspect psychologique et euh, le régime alimentaire. Donc, la psychologie est très importante lorsque les médecins américains s'adressent à une personne qui doit perdre du poids. Il y a plusieurs moyens de procéder, mais d'abord, il faut insister sur les messages positifs. L'idée est aussi d'encourager l'activité physique. C'est ce que l'on verra un peu plus tard. Il existe vraiment beaucoup d'éléments. La psychologie est très efficace et très large pour perdre du poids. Pour les professionnels de santé, il est essentiel d'utiliser une meilleure formulation. Par exemple, quand on parle de surpoids, d'obésité, de graisse corporelle trop élevée, c'est très difficile pour le patient de l'entendre, cela peut être offensant. Essayez plutôt de parler de problèmes de poids ou d'indice de masse corporelle ou d'excès de poids. Ces termes-là sont plus acceptables. Soyez un petit peu plus neutre dans votre manière de vous exprimer. Il est essentiel de ne pas utiliser des mots qui pourraient vexer votre patient. Élément important, on a pu voir dans une étude que chez les adolescents et jeunes adolescents, qui plus tard deviendront adultes, le risque d'avoir un excès de poids chez les jeunes femmes est inférieur si les parents font bien attention à eux et s'ils ont une bonne estime de soi. Si vos parents prennent soin de vous, ont une attention positive et si vous avez une bonne estime de vous, vous avez moins de risques d'obésité une fois adulte. Et ces facteurs sont d'autant plus importants chez les jeunes femmes. Souvent aussi, ces risques sont plus élevés chez certaines ethnies, par exemple les Afro-Américains ou les Américains natifs, parce qu'ils sont encore dans des situations discriminantes.
Les facteurs qui augmentent le risque d'obésité chez les jeunes adolescents, hommes, en général, ces jeunes ne veulent pas qu'une personne contrôle leur vie, entre guillemets, ou ait une forte influence sur leur alimentation. Ils ont au contraire tendance à se rebeller et à manger plus. Autre élément très important, essayez d'apporter des recommandations les plus positives que possible. Si vous expliquez à votre patient l'association entre le poids et les maladies, les comorbidités qui y sont liées, dès lors, vous aurez une recommandation positive à leur apporter. Par exemple, si vous perdez 10% de votre poids actuel, votre tension artérielle va s'améliorer. Ne dites pas à l'inverse que si vous continuez et que vous ne perdez pas de poids, vous aurez à terme une maladie cardiaque. Cela sonne bien trop négatif. C'est quelque chose qu'on essaye d'éviter, d'apporter plutôt un message positif, de leur montrer les améliorations possibles lorsqu'ils perdent du poids. Ensuite, notamment pour les personnes qui souffrent de forte obésité, il faut lutter contre certaines pensées. Certaines personnes pensent à des scénarios. Ils ont des croyances erronées qui sont assez fréquentes chez ces personnes qui souffrent d'obésité extrême. Essayez encore une fois d'utiliser le dialogue positif. Ces personnes pensent que tout effort supplémentaire est futile parce qu'elles ont très souvent essayé de perdre du poids et ça n'a jamais fonctionné. Ensuite, ces personnes pensent que le poids n'est qu'une question esthétique, cosmétique, que l'apparence n'est pas si importante que ça, qu'elles n'ont aucune vraie raison de perdre du poids. Donc, vous devez lutter contre ces idées préconçues en disant que non, elles ne sont pas vraies. Parfois, ces personnes pensent aussi que le poids est déterminé entièrement par des facteurs génétiques et que toute tentative pour perdre de poids serait inutile. Ce serait aussi efficace que d'essayer de devenir plus grand. Autre idée préconçue, c'est que euh, le poids idéal ne vaut pas forcément la peine. Je vais vous montrer une image. Vous avez ici la photo de la deuxième personne, du deuxième humain le plus lourd jamais enregistré dans l'histoire, Mohsen Sari. Il est né en 1991. En 2013, il pesait 620 kg. Il vit en Arabie Saoudite et le roi d'Arabie Saoudite disait, on va impliquer une équipe de médecins pour vous aider à perdre du poids. Et voici le résultat. 4 ans plus tard, novembre 2017, il a perdu 542 kg et pesait dès lors 68 kg. Essayez d'imaginer un petit peu. Il appartenait à la catégorie obèse numéro 3. C'est bien la preuve qu'il est possible de perdre du poids. Peu importe où est-ce que vous en êtes. Alors bien sûr, oui, cette personne a reçu beaucoup d'aide, beaucoup de médecins qui lui ont fait faire un régime, qui l'ont opéré pour retirer la graisse sous-cutanée, qui lui ont entraîné à faire du sport. Mais il y est arrivé. Il est toujours possible. Je ne sais pas si c'est forcément une bonne chose de perdre autant de poids en aussi peu de temps, mais il est arrivé. Il a montré que c'était possible, même lorsque on peut penser que c'est un cas désespéré. Parmi les choses importantes à dire à votre patient, c'est que les personnes sédentaires ont besoin de suivre un programme, mais aussi de faire plus d'activité physique par rapport à leur point initial. Les personnes sédentaires qui ont suivi un programme de perte de poids 95% d'entre elles ont récupéré leur poids d'origine. Pourquoi? Mais parce qu'elles ne bougeaient pas. Alors que les personnes qui ont suivi le même programme et qui ont commencé une activité physique, elles, eh bien, seulement 35% de ces personnes ont repris du poids. Donc, quand vos patients vous disent à chaque fois que je perds du poids, mais je reprends tout directement, c'est souvent parce qu'elles ne font pas suffisamment d'activité physique. Il faut donc insister sur l'aspect important de ce facteur. Mais il y a tellement de facteurs à prendre en compte. La sédentarité, le sport, mais bien d'autres encore. Voyons maintenant une autre session sur ce modèle.
le meilleur régime alimentaire pour mincir. Alors, quel est le régime alimentaire idéal pour perdre du poids? De mon expérience, ce régime, c'est un régime qui optimise les niveaux d'hormones et de nutriments pour encourager la perte de poids. C'est un moyen pour vous d'avoir de meilleurs nutriments et de vous dépenser davantage. C'est ce qu'on appelle le régime paléolithique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le régime alimentaire de nos ancêtres. On peut être bien sûr très fier de notre corps aujourd'hui d'Homo sapiens moderne, mais il faut se rappeler d'où il vient. Et à l'époque, qu'est-ce qu'il mangeait? Notre corps aujourd'hui s'est adapté. Ici, vous avez un régime paléolithique. Qu'est-ce que c'est précisément? Les salades et les tomates existaient depuis longtemps. Alors oui, on n'avait peut-être pas accès en Europe, mais il y avait déjà des fruits et des légumes qui existaient. Alors, quelle est la différence entre le régime paléolithique? Qu'est-ce que c'est concrètement? Vous avez tout en haut de la pyramide tout ce qui est baies, fruits secs, mais, des légumes ensuite et des fruits, mais surtout la plupart du régime alimentaire à l'époque, les hommes préhistoriques mangeaient énormément de viande, de protéines et aussi surtout des aliments biologiques et non transformés. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut se concentrer le plus. On va le comparer au régime alimentaire occidental qui comprend euh, beaucoup de groupes alimentaires supplémentaires. Donc, tout ce qui est sucré, l'alcool, le café, vous avez ici les graisses, les huiles, les produits laitiers, les aliments transformés avec des pesticides. Et ensuite, la base de l'alimentation du petit déjeuner jusqu'au soir, le pain, les graines et autres féculents. Nous avons mené une étude a été menée en 2021 auprès de 21 personnes et cela a montré que ce régime alimentaire paléolithique, sur le long terme, montrait que les individus avaient perdu environ 8 kg, 8,7 plus précisément, en à peu près un an. Et ces personnes ne visaient pas une perte de poids, mais plutôt une amélioration de la santé. Donc souvent, quand elles étaient en surpoids, elles ont perdu du poids. Si vous comparez à un régime alimentaire un peu plus sain, bien sûr que vous perdez du poids, mais pas autant. Un régime alimentaire sain, en général, en moyenne, vous perdez entre 5,8. Donc le chiffre est quand même meilleur chez le régime paléolithique. Alors que le régime occidental, lui, vous fera augmenter votre poids. Et ce qui est intéressant aussi, c'est euh, le court terme. Le régime paléolithique était efficace pour perdre de la masse graisseuse. Lorsque vous pesez le matin, si vous ne mangez que le matin par rapport à si vous ne mangez que le soir, en général, vous perdrez plus de poids en mangeant simplement la même quantité d'aliments le matin plutôt que le soir. Donc, les personnes qui ne prennent qu'un petit déjeuner dans la journée et rien d'autre ont perdu environ 2 kg par semaine. Donc, si vous consommez 2000 calories, ceux qui consommaient maximum 2000 calories par jour, perdez bien plus. Donc, en fait, il est plus intéressant d'avoir un seul repas par jour, c'est le matin et surtout pas le soir. Après 14 heures, vous devriez arrêter de manger de la viande, des protéines, des volailles, du poisson. Et vous devriez même arrêter de manger tout court après 19 heures. C'est l'idéal pour atteindre votre poids optimal. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que vous devez éviter les protéines le soir? Alors peut-être que vous connaissez l'adage. L'adage dit qu'on doit prendre un petit déjeuner de roi. Ça, c'est la solution idéale avec ce genre de petit déjeuner, avec un repas chaud qu'on devrait normalement prendre au petit déjeuner et non pas le soir ou le midi. La suite de l'adage, c'est que à midi, vous mangez comme un prince. Voilà à quoi devrait ressembler votre repas. Et dîner comme un pauvre. Donc très peu avec des légumes bouillis ou rien du tout.
avec un jeûne intermittent de 16 heures. 3 repas par jour, c'est trop. C'est souvent ce que je dis à mes patients. Un repas par jour, vous perdez du poids. 2 repas par jour, vous maintenez votre poids. 3 repas par jour, vous prenez du poids. Mais si le troisième repas, c'est juste des légumes bouillis, 500 grammes de légumes, environ 100 calories, ça, c'est bon. Donc, si vous voulez manger le soir, mangez des légumes bouillis, cela suffira. Ce n'est pas très calorique. Autre élément important, évitez de cuisiner à haute température puisque cela renforce les acides gras polysaturés. Donc, si vous cuisinez à plus de 195 degrés, vous renforcez la création d'acides gras polysaturés. On les observe quand vous cuisinez, par exemple, des poissons ou des légumes. Vous ne devriez jamais cuisiner avec des huiles végétales. Ces graisses sont ensuite transformées en acides gras polysaturés. Donc, quand vous cuisinez avec de l'huile d'olive, nous avons des acides oléiques qui sont toxiques. La courbe est un peu plus, souple lorsqu'elle reste froide. On a pu observer chez les singes, lorsqu'ils mangeaient beaucoup de ces acides gras. Pendant 6 ans, ces singes avaient une alimentation avec ces acides gras et on a pu voir qu'ils avaient pris du poids à hauteur de 5,4%. Alors, que dire d'une personne? Chez une personne, chez un humain, c'est une gain de poids de 3,8 si vous avez une alimentation riche en acides gras. Et ici, vous pouvez voir la différence entre les singes qui avaient cette alimentation au fil des ans, pendant 6 ans. Dès le départ, il y avait une différence qui ont gagné de masse graisseuse. Alors que ici, ceux qui n'avaient mangé un régime de gras monosaturé, ils n'avaient une augmentation que de 1,8%. Et cela principalement de la graisse abdominale. Et on sait que la graisse abdominale, c'est la pire. C'est celle qui apporte le plus de problèmes de santé. Donc, plus de 26% de graisse abdominale et plus de 33% de dépôt de graisse intra-abdominale en raison de cette alimentation à base de graisse trans. Ici, vous pouvez voir des images, par exemple, des radios, des dépôts de graisse abdominale. On peut voir la différence, c'est flagrant. Alors, quels sont les effets des boissons et des régimes alimentaires avec beaucoup de féculents, de glucides? Prenons cet exemple des tests de tolérance au glucose à l'oral. Donc, en général, quand vous buvez du sucre dans un milkshake, par exemple, c'est le même niveau que lorsque vous prenez dans un gros milkshake dans un restaurant. Quelques minutes après, vous avez une baisse des hormones de croissance qui peuvent aussi créer des problèmes psychologiques comme une anxiété, une fatigue, une baisse du cortisol. Donc, vous êtes plus stressé, vous êtes irritable, vous manquez d'énergie. Il y a aussi une baisse des hormones DHEA, aussi des androstériones, des aldostérones, baisse de tension artérielle, baisse d'estradiol avec beaucoup de fatigue et cela baisse également les taux de testostérone avec, encore une fois, de la fatigue. Donc, en fait, vous nuisez à votre santé en buvant ce genre de poisson à cause du sucre, puisque cela fait baisser vos taux d'hormones et pendant des heures encore, vos taux d'hormones ne font que baisser à cause de ce genre de boisson. Autre élément important, en tant que professionnel de santé, vous devez aider vos patients à perdre l'appétit.
Ce que l'on peut observer, c'est que ici, vous avez des chiffres de personnes, les pourcentages de personnes qui sont soit en surpoids, soit obèses dans la population adulte aux États-Unis. Donc, beaucoup de régions, donc en 1994, vous avez voilà, en orange entre 14 et 18%, mais les chiffres ne font que s'empirer. Regardez, pour la 2000, on est passé déjà à plusieurs États qui sont en orange foncé, avec entre 22 et 26% de personnes qui sont en surpoids ou obèses. Et maintenant, en 2008, la carte n'a fait que foncer. La moitié de l'État euh, comprend plus de 26% de la population qui est en surpoids ou obèse. Pourquoi? Eh bien parce que la taille des hamburgers, de manière générale, on mange de plus en plus. C'est une représentation visuelle qu'on doit réduire nos apports alimentaires. Et l'appétit ne fait qu'augmenter. Pourquoi? Pourquoi est-ce que cet appétit n'a fait qu'augmenter? Eh bien, de fait, comment on peut perdre l'appétit? Comment on peut avoir moins envie de manger? Il y a plusieurs manières de procéder. Le premier, c'est de bien dormir, au moins 8 heures de sommeil. Ça réduit l'appétit. Faire une activité physique régulière. Cela aide énormément à réduire l'envie de manger plutôt que de rester des heures assis sur une chaise. Bien mâcher aussi, c'est bien. Bon, boire de l'eau, boire des soupes, éviter les cafés, les boissons sucrées et l'alcool qui augmentent l'appétit. Et prendre des nutriments qui peuvent réduire cette sensation de faim. Si vous faites tout cela, vous pouvez perdre en fonction de votre poids, plus de 4 kilos en un an, simplement parce que vous mangez moins, parce que vous aurez moins faim. Par exemple, prenons le sommeil. Cette étude sur les jeunes adultes a montré que les personnes qui avaient moins de 6 heures de sommeil par nuit avaient en moyenne 7,4 fois plus de risque de devenir obèse par rapport à une personne qui dort entre 7 et 8 heures de sommeil par nuit. Le sommeil, dormez plus. Et le sommeil, de fait, n'a fait que réduire. Euh, il y a 6 ans, les gens dormaient entre 6 et 10 heures par nuit. Et même quand ils ne dormaient pas, ils restaient allongés dans leur lit à se reposer. Et aujourd'hui, la plupart des gens dorment entre 6 et 8 heures et ils ne se reposent plus. Ils ont une vie bien plus active. Et par simplement augmenter votre sommeil, et personnellement, je dors 4 heures de plus par nuit, eh bien, je peux vous dire que mon appétit a diminué et ainsi que mon poids. Ensuite, une activité physique régulière. Donc, une étude a demandé auprès de 61 hommes en surpoids avec en moyenne 30 minutes d'exercice par jour. Ils perdaient environ 300 calories par jour, c'est environ 30 minutes d'exercice d'aérobic par jour. Ils ont comparé ces hommes à d'autres hommes qui faisaient plus d'exercice de manière plus intense, dans le sens où ils en faisaient 1 heure au lieu de 30 minutes. Ils consommaient donc 60 calories par jour pendant cet exercice. Alors, quel a été le résultat? En termes de perte de poids, ceux qui faisaient une activité pendant 30 minutes par jour ont perdu plus de poids que les autres, environ 3,6 kg de perte de poids et 4 kg de masse graisseuse. Les chiffres sont proches, comme vous pouvez le voir pour ceux qui en ont fait 1 heure, mais ils sont inférieurs. 2,7 contre 3,6 pour le poids et 3,8 contre 4 pour la masse graisseuse. Donc, la perte de poids était similaire, mais regardez, ceux qui faisaient 1 heure de sport par jour avaient plus faim, ils avaient plus d'appétit. Et dès lors, ils avaient des apports alimentaires supplémentaires. Donc, il n'y avait pas vraiment de bénéfice. 30 minutes par jour, c'est tout ce qu'il faut pour perdre du poids. Donc, aller marcher, euh, courir à une allure modérée, c'est optimal pour perdre du poids.
Et aussi, autre point très important, mâcher. On ne mâche pas assez, on mange trop vite. On n'absorbe donc pas les nutriments comme il faut. Par exemple, pour la viande, si vous avez des gros morceaux, vos intestins doivent compenser du manque de mâche. Horace Fletcher disait qu'il fallait mieux mâcher et que cela pouvait soigner bien des maladies. Par exemple, si vous mâchez bien la viande, vous aurez moins de production de gaz gastrique et vous aurez donc bien moins mal au ventre. Et cela, ça prévient aussi la prise de poids. Une autre étude ici, je crois que c'était en Chine, auprès de 14 jeunes Chinois obèses par rapport à 16 jeunes Chinois minces. Et ces jeunes Chinois ne mâchaient pas assez. Donc on a comparé, en fait, ils avaient des apports similaires, mais les jeunes obèses ne mâchaient pas assez. Dès lors, ils avaient une ingestion supérieure. Dans l'étude numéro 2, ils ont testé un plat, un repas que ces deux groupes de jeunes hommes devaient prendre. À certains, on leur demandait de mâcher 40 fois par 10 grammes d'aliments par rapport à ceux qui mâchaient seulement 15 fois. Et le résultat a montré qu'il y avait moins de prise de poids, moins de prise de calories, et cela résultait en une perte de 15 kilogrammes par an d'accumulation de graisse, simplement en mâchant plus. Cela réduisait également le taux d'hormones qui augmente l'appétit, qui augmente l'envie de manger. Donc vraiment, c'est particulièrement bénéfique. Vous pouvez voir ici la prise de calories était inférieure chez ceux qui étaient plus minces et qui mangeaient plus. Point suivant, les apports nutritionnels pour réduire le surpoids. Est-ce qu'il y a vraiment des nutriments qui peuvent faire la différence? Eh bien, si vous regardez un petit peu ici, donc un adulte diabétique qui ne dépend pas d'insuline et qui est en surpoids, avec une sérotonine inférieure qui réduit l'appétit, une hyperphagie et qui réduit aussi les glucides. 750 mg d'HTP5 étaient donnés par jour à 9 patients par rapport à un groupe placebo de 11 patients et on a pu vraiment voir une amélioration en termes de prise de graisse et de glucides. Moins d'apport de calories et aussi une bonne perte de poids. Concernant les acides aminés, est-ce qu'ils peuvent réduire votre appétit? Alors, chez des tests qui ont été menés chez les rats et les souris, on a pu vérifier voir si cela réduisait l'appétit. Dans certains cas, c'était vrai, mais les meilleurs résultats étaient auprès de la cyste-L. L'hormone cyste-L a enregistré les meilleurs résultats lorsqu'elle était euh, prise via le périnée. La cystéine a été aussi donnée chez des adultes d'environ 70 kg. On leur donnait environ 5 grammes de cystéine par jour. Et on a pu observer que la faim réduisait de manière considérable. Ça fonctionnait vraiment. On leur demandait si ces personnes avaient faim ou pas. Et on pouvait voir que plus le taux de cystéine était élevé, moins ces personnes avaient faim. Et de fait, elles mangeaient beaucoup moins quand leur taux de cystéine était élevé. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut aussi perdre du poids en prenant des probiotiques, parmi lesquels on peut voir les lactobacillus, les acidophilus, les bifidus, les archomyces, etc. Donc, pour améliorer la digestion, en améliorant la flore microbienne. Alors, quels sont les signes physiques de dysbiosis? Regardez un petit peu le ventre.
vous avez la différence. En général, c'est quand vous avez un ventre gonflé en permanence. Sa personne a besoin de probiotiques, d'améliorer ses apports alimentaires et ses choix alimentaires, et donc de probiotiques. Voyons un petit peu les personnes qui sont obèses, souvent, quand elles suivent un programme, un régime à faible calories, mais qu'elles reçoivent aussi des probiotiques, des bifidobactéries, c'est une sous-espèce des lactis et qui reçoivent également des aliments riches en fibres de probiotiques, toujours comparé à un groupe témoin en placebo et qui avait aussi un régime alimentaire à faible calorie. On pouvait voir que euh, pour le groupe qui avait reçu les probiotiques amélioraient la perte de poids. C'est parce qu'en fait, il y avait moins d'inflammation. Donc, vous avez moins de rétention d'eau et moins de consommation de calories. Alors, quid des thérapies de perte de poids par hormones? Donc, voyons un petit peu ce que peut faire avec la thyroïde, les hormones de croissance, l'IGF-1, etc. Commençons par la thyroïde. Donc, vous avez ici un patient qui souffre d'hyperthyroïdie. Quel est le mécanisme derrière l'hyperthyroïdie? Eh bien, une augmentation de poids. Quand on souffre d'hyperthyroïdie, on divise moins les graisses, du coup, on l'accumule plus facilement. Donc, non seulement il y a un surplus de graisse, mais il y a aussi une augmentation de ce qu'on appelle la myxidéma. C'est l'accumulation de graisse entre les cellules, avec une forme d'œdème. Avec un traitement pour la thyroïde, vous pouvez voir la différence, un visage plus fin. C'est pas seulement une perte de graisse, c'est la perte de cet œdème. La thérapie de la thyroïde peut réduire l'accumulation de graisse dans certaines zones du visage, par exemple un visage un petit peu gonflé, des yeux gonflés, des joues aussi gonflées, aussi au niveau de la poitrine, un ventre gonflé, un abdomen gonflé. Ce qui provoque un petit peu ces œdèmes. Pareil, on peut observer ainsi un gonflement au niveau des chevilles et des pieds. Donc, la thérapie par la thyroïde peut améliorer la situation chez ces patients. Alors, ce qui est mieux, c'est la thyroxine, c'est ce qu'on donne à tous ces patients. Donc, si vous comparez avec des patients qui ont reçu de la lévothyroxine, pendant 16 semaines, on a pu voir que ceux qui recevaient les extraits de thyroïde disséqués enregistraient une perte de poids d'environ 1,3 kg, donc plus de perte de poids. Cette personne avait avait une perte d'appétit. Ces personnes, bien sûr, ont suivi une étude en aveugle, mais elles perdaient plus de poids lorsqu'elles recevaient les bonnes hormones. Autre élément très important, et j'en ai un petit peu parlé déjà au préalable dans d'autres webinaires, vous ne devez pas surcharger votre foie la nuit avec des acides aminés. Ne mangez pas de protéines animales le soir. Pourquoi? Eh bien, parce que vous avez une accumulation dans l'estomac pendant le soir, pendant la nuit. Ces éléments sont envoyés dans le foie qui seront consommés très lentement par les T4 les T4 et les T3. Ce sont des hormones très actives qui vont surcharger le foie lorsque vous consommez des repas riches en protéines. Donc le soir, pas de viande. En général, c'est ce qui se passe. Vous avez là, lorsque vous mangez des protéines le soir, vous accumulez ces protéines dans l'estomac pendant 8 ou 9 heures, donc en moyenne 6 heures.
Si vous mangez à 19 heures et que vous allez vous cacher à 23 heures, par exemple, vous aurez encore ces protéines stockées dans votre estomac. Et vous n'avez pas suffisamment de gravité pour que ces éléments soient un petit peu descendus et qu'elles ne s'accumulent pas. Et de fait, elles s'accumulent pendant toute la nuit dans le foie parce qu'il n'y a pas suffisamment de gravité, pas suffisamment d'activité. Donc cette personne sera épuisée le matin, va se réveiller avec un visage très gonflé. Autre thérapie hormonale qui est parmi les plus efficaces pour améliorer le système et pour perdre du poids, ce sont les traitements à hormones de croissance. Donc, si vous appartenez aux 75% des jeunes adultes qui ont un faible IMC, qui ont moins de risques de syndrome métabolique, plus de risques d'obésité, plus de risques d'augmentation viscérale. Donc, il y a plus de risques. Lorsque vous apportez à ces patients des hormones de croissance, après 6 mois de traitement, vous pouvez voir une réduction du gonflement abdominal. C'est une monothérapie d'hormones de croissance et on peut voir qu'il y a une augmentation de la masse musculaire de 2,5 kg, un meilleur fluide extracellulaire, un meilleur volume, une perte de 6 kg de graisse corporelle et notamment de graisse viscérale avec des taux d'hormones d'IGF supérieurs et un meilleur fonctionnement métabolique de manière générale. Et aussi, le patient se sent bien mieux. Lorsque vous regardez ici sur le scanner de l'abdomen, ici vous avez beaucoup de graisse, c'est le gris foncé, la graisse sous-cutanée, et ici avec les hormones de croissance après 6 mois de traitement, la graisse a bien diminué. Ici, vous avez une autre étude qui a associé donc, les hormones de croissance IGF. Donc, l'hormone de croissance augmente les IGF. Donc, ce sont les deux grandes hormones qui permettent aussi de lutter contre le vieillissement. Et ce traitement d'hormones de croissance a été donné pendant 12 semaines à des patients. On a pu enregistrer une perte de 6,6 kg de masse graisseuse. Et lorsque vous combinez les hormones de croissance aux IGF-1, vous avez une perte de poids de 5,8 et environ 8,8 kg de masse graisseuse. C'est donc bien plus efficace lorsque vous combinez ces deux hormones. Donc, personnellement, je combine ces deux croissances dans la plupart de mes traitements pour mes patients. La thérapie de hormones de croissance, ça lutte également contre les symptômes de vieillissement avec le visage qui est un peu tombant, le double menton, la gynécomastie de la poitrine, la cellulite, l'abdomen protubérant et les petits bourrelets au-dessus des genoux. Donc, tous ces petits éléments qui peuvent être corrigés avec des thérapies d'hormones de croissance. Même aussi l'accumulation de graisse en bas de la nuque. Et les traitements à base de testostérone chez les hommes. Donc voilà à quoi devraient ressembler les hommes, idéalement, en pleine santé. Et là, vous avez un corps en manque de testostérone qui n'est pas aussi ferme, avec une gynécomastie, une accumulation au niveau de la poitrine, au niveau des pectoraux, des muscles assez plus flasques, en tout cas, moins fermes, un abdomen un peu plus protubérant. Ici, vous pouvez voir que les hommes qui ont des taux de testostérone faibles ont des corps un peu plus différents. Et lorsqu'on augmente la testostérone libre, la masse musculaire ne fait que s'améliorer avec l'objectif final. Donc, on a toujours bien sûr besoin de faire de l'exercice physique. Bien sûr, la testostérone aide, mais elle ne fait pas tout.
Par exemple, chez les hommes autour de 50 ans obèses qui reçoivent une thérapie de testostérone, on observe une perte de la graisse abdominale. Et lorsqu'ils reçoivent également une thérapie de dihydrotestostérone transmerdale, donc c'est une hormone qui aussi, quand vous perdez des cheveux, vous perdez des poils, vous avez aussi des baisses d'érection. On peut observer que les personnes qui reçoivent ce traitement qui n'ont pas ce traitement, pardon, et qui ont cette baisse d'hormones, ont une augmentation de graisse abdominale. La graisse viscérale a aussi augmenté, alors qu'elle était réduite avec le traitement. Donc, on peut voir que les résultats ne sont pas aussi efficaces que ceux qu'on a pu observer avec l'hormone de croissance. Donc ici, nous avons un patient qui est en déficit de testostérone, même homme, qui a reçu son traitement pour de testostérone. Alors oui, bien sûr, il y a probablement aussi une meilleure alimentation et de l'exercice physique. Voyons maintenant les autres thérapies hormonales. Commençons chez les femmes, avec la testostérone, l'œstrogène, la progestérone, le cortisol, et aussi les excès d'hormones qui font prendre du poids, l'insuline, l'œstrogène, le cortisol. Donc, on sait chez les femmes que les femmes qui ont plus de graisse abdominale ont moins de muscles abdominaux dû à un manque de testostérone. Donc, les femmes peuvent accumuler euh, des graisses abdominales. On peut voir qu'il y a des études qui ont prouvé le contraire chez les femmes obèses, mais ici, celle-ci, celle de 2012, montre qu'il y a plus de graisse abdominale chez les femmes qui manquent de testostérone. Et il est intéressant de voir que la testostérone peut aussi réduire la cellulite. C'est peut-être le traitement le plus efficace pour réduire la cellulite chez les femmes. Ici, vous pouvez voir pour les femmes préménopausées qui ont reçu un patch de testostérone, cela a amélioré la fermeté des muscles, amélioré la masse maigre et aucun changement dans la masse graisseuse. On a les informations aussi des personnes transgenres, des femmes qui veulent devenir des hommes et qui reçoivent donc des traitements de testostérone. Donc, cette transition de femme à homme. Et on peut voir qu'après 12 mois d'injection de testostérone, on a pu observer via cette transition que la graisse viscérale a légèrement augmenté, mais que la graisse viscérale sous-cutanée a diminué, et aussi celle autour des cuisses. Ah. Alors, chez certaines femmes, j'ai pu voir des chiffres supérieurs lorsqu'elles ont beaucoup de cellulite aussi, mais c'est aussi efficace lorsqu'elles font du sport. Mais pour que ces femmes ne soient pas trop masculinisées lorsqu'elles prennent un traitement et qu'elles ne sont pas en phase de transition, il faut leur ajouter un bloqueur. Alors, que peut permettre les thérapies de testostérone? Par exemple, des bras un peu plus gras, des seins un peu plus gras. Et pour les hormones féminines, il est intéressant de voir que chez les femmes obèses, avec un IMC supérieur à 26, par rapport aux femmes qui ont un IMC inférieur, elles ont moins d'œstrogène. Et elles ont moins de chances de tomber enceinte. Lorsque vous leur fournissez une thérapie d'œstrogène, lors de la période post-ménopause, si vous leur apportez de l'œstrogène et non pas de l'œstrogène oral, en termes de poids, on peut voir que le poids est supérieur avec seulement l'œstrogène transdermal. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que la masse maigre, elle, a augmenté chez les femmes sous estradiol transmerdal. Et pas nécessairement avec un estradiol oral. Alors, concernant l'hormone DHEA,
Après 6 mois de DHEA par voie orale chez des hommes et des femmes d'environ 71 ans, on a pu voir qu'il y avait une baisse de la masse graisseuse, environ 10% de graisse viscérale chez les femmes, 7% de perte chez les hommes, 6% pour la graisse abdominale surcutanée. Donc oui, c'est efficace. Avec seulement 50 mg, c'est une dose acceptable pour un homme de 71 ans, mais pas tellement pour une femme. Pour la mélatonine, 8 mg par jour, ça permet de réduire la circonférence de la taille, les triglycérides, de maintenir un taux de cholestérol acceptable, de réduire le cystocine, d'améliorer de manière générale les syndromes métaboliques. 2 fois mieux chez les patients qui ne reçoivent pas le traitement, après 10 semaines de traitement. Maintenant, les thérapies pour réduire l'appétit avec la glucagone ou GLP. Donc ici, vous avez toutes les compositions des hormones que vous devez donner tous les jours. Je crois que ça, c'était 1 fois par semaine. Une étude a montré que avec la semaglutide, vous perdez du poids parce que cela réduit l'appétit. Un peu moins lorsque le dosage est élevé. Je crois que là, c'est en général trop 1 mg par semaine, donc 0,5. Je crois que ça dépend voilà, de l'appétit. Et vous pouvez avoir les mêmes effets en permettant aux patients de mieux dormir, de plus dormir, ça va réduire leur appétit. Nous ne sommes pas conçus pour dormir seulement 6 heures, nous sommes conçus pour dormir au moins 8 ou 10 heures. Oui, oui, c'est quelqu'un qui ne dormait pas beaucoup à l'époque qui vous le dit. Ici, vous pouvez voir les changements de poids qu'on observe surtout avec la... Ce qui change vraiment l'habitude, c'est la semaglutide. Ici, vous avez... C'est basé sur les doses. Et enfin, pour cette gonadotropine chiroïdine humaine, ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsqu'on a un surpoids chez les personnes très obèses, en général, ceux qui répondent bien au traitement, ceux qui ont un manque de HCG, ont souvent les deux incisives particulièrement développées. Ils ont aussi une espèce de fossette de chaque côté du bas du dos. Et lorsqu'ils tendent leurs bras et leurs paumes de la main vers le haut, on peut observer que les avant-bras vont un petit peu sur le côté. Comme vous pouvez le voir ici, ça va un petit peu sur le côté. Et en général, ces personnes répondent bien au traitement. Et aussi, ils ont les jambes qui partent un peu vers le côté. Ils ne peuvent pas coller leurs pieds. Ils ne peuvent pas faire leurs pieds et leurs genoux se superposer. Donc, en termes de dosage pour l'ACG, vous devriez les mélanger avec l'eau bactériostatique puisque ça permet un petit peu de l'activer. Sinon, cela ne se conserve pas. Donc, vous devez la mélanger. Vous la mettez au frigo. Et ensuite, vous devez environ 125-150 unités de ACG par jour. 0,125 mg. Les études ont montré que ça pourrait ne pas fonctionner. Certaines disent que d'autres ça marche, d'autres non. Mais pourquoi alors? Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils n'utilisent pas d'eau bactériostatique. Et c'est très important, puisque ça ne préserve pas l'hormone. Donc, en général, on peut utiliser une fiole pour 7 jours. Mais il y a aussi d'autres raisons. Parfois, c'est que le dosage n'est pas suffisant, mais la raison principale, c'est l'absence d'utilisation d'eau bactériostatique.
et la solution périme. Ensuite, les thérapies hormonales pour mincir et perdre l'appétit. En commençant par la leptine. Vous voyez la différence avant, après 4 ans de traitement. Ça, c'est un enfant de 3 ans, un petit garçon de 3 ans qui pesait 42 kilogrammes et à 7 ans, il en pèse 32. Donc, en fait, il a perdu 10 kilos, mais il grandissait pendant ce temps-là. Il a grandi de 4 ans. C'est une hormone donc qui permet de perdre l'appétit. Et ce petit garçon avait tout le temps faim. Ensuite, la TRH. Nous avons fait des études chez des souris et en l'occurrence obèses, donc ça stimule immédiatement l'appétit. Lorsque vous avez ce traitement, chez les souris, ça permet de réduire le poids, l'obésité, avec la mobilisation des triglycérides. Et ça a pu être observé chez toutes les espèces de souris obèses, sauf celles qui étaient génétiquement programmées pour être obèses. Donc, si vous avez par exemple une femme, prenons cet exemple, elle pouvait avoir un manque de TRH et après son traitement, sa thérapie de TRH, elle a perdu cet œdème au niveau du visage et est plus mince. Je n'ai pas vu d'études chez les humains, mais c'est ce qu'on pourrait obtenir, peut-être avec 50-60 mg par jour. Réduire l'appétit, augmenter l'hormone de ghrelin, par exemple, c'est ce qu'on a pu observer chez les animaux. La ghrelin augmente énormément l'appétit chez ces animaux qui ne dorment pas assez. Donc, si vous dormez, vous réduisez vos taux de ghrelin et donc vous réduisez votre appétit. Il y a aussi une session sur les dépôts de graisse, avec par exemple au niveau du menton, des joues qui sont un peu plus gonflées, ou aussi les rougeurs au niveau des joues chez les personnes qui ont trop de cortisol. Il y a aussi d'autres déficits d'hormones, par exemple d'hormones de croissance. Donc aussi pour tout ce qui est la zone fessier, on a une insuffisance d'insuline et cela cause de la cellulite. C'est souvent aussi dû à un excès d'insuline, voilà, quand on a ce type de fessier. Mais ça peut être inversé avec des traitements d'hormones de croissance et de testostérone. Ensuite, quand on a un manque de diacéphalon, c'est les premiers signes d'obésité. On peut déjà voir voilà, ces fossettes, ces creux qu'on peut observer au niveau de l'os sacral et aussi un petit peu des genres de vergetures sur les hanches. En conclusion, on peut dire que les dépôts de graisse peuvent être inversés. Presque tout peut être inversé avec des combinaisons de traitements d'hormones, un bon régime et beaucoup d'interventions psychologiques et de modifications du mode de vie. Et j'aimerais vous donner quelques informations. J'ai des programmes de formation sur les infections du Covid, sur les inflammations et troubles de l'inflammation, sur l'inverse, la, la lutte contre le vieillissement, les suppléments d'hormones féminines, la lutte contre la fatigue, le diagnostic de la thyroïde, la mélatonine, la testostérone chez les hommes, chez les femmes. Voilà. Vous, vous pouvez scanner tout simplement le petit QR code, prendre une photo et regarder sur notre site internet. Tous ces programmes peuvent vraiment vous aider en tant que professionnel de santé pour améliorer la santé de vos patients. Nous disposons également de consultations de thérapie hormonale seulement avec un module à suivre. S'il n'y avait qu'un seul à faire, faites celui-là. Nous avons aussi plusieurs thérapies pour les différentes hormones, comme l'hormone de croissance, de lutte contre les troubles psychologiques, la dépression, le stress, l'autisme, la schizophrénie. Pour la longévité aussi, améliorer la longévité, c'est vraiment fascinant, comment vivre longtemps et en bonne santé.
Aussi, une formation de lutte contre les troubles sexuels, thérapie hormonale pour améliorer la lutte contre les maladies cardio- et cérébrovasculaires. Notre module de gestion contre de, de perte de poids. Vous pouvez également avoir différents cours. Donc, après la session sur la gestion de la perte de poids, vous pouvez voir ici les différents cours qui peuvent exister, les différentes thématiques, le temps que ça prend. Vous pouvez bénéficier de toutes ces informations. Vous avez aussi des livres. Si vous devez acheter un seul livre, je vous recommande celui-ci, The Hormone Handbook. Le deuxième, c'est le suivant. Vous pouvez prendre une photo, n'hésitez pas. Les traitements pour les adultes d'hormones de croissance. Je vous invite vraiment à le lire. Ça va vraiment changer votre perception. Je veux vraiment que les médecins soient encouragés à utiliser ce traitement. Aussi, comment lutter contre le vieillissement. Vous avez beaucoup d'informations dans ce livre-là. Ce livre-là est plutôt sur tout ce que vous avez voulu savoir sur la testostérone. Voilà, ce sont les principaux livres. Celui des traitements pour les adultes d'hormones de croissance, c'est mon plus récent. Vous avez aussi le livre sur la nutrition, sur la lutte contre le vieillissement. Vous y retrouvez toutes les informations. Il y a aussi des congrès où je serai présent en Espagne en octobre, au Mexique aussi, dans la ville de Mexique, avec aussi un atelier sur la lutte contre le vieillissement en anglais, mais avec une interprétation en espagnol. En novembre, en Belgique, sur, sur la nutrition, sur comment regagner de l'énergie, diminuer la fatigue. À Rome, ensuite, sur la nutrition, comment améliorer les taux d'hormones avec les nutriments et améliorer son système immunitaire. Et ensuite, en décembre, je serai à Las Vegas, aux États-Unis. Le sujet est encore à confirmer. Il y a aussi une offre d'emploi pour un médecin à Amsterdam. Plusieurs critères, bien sûr, mais vraiment très intéressant. Et je superviserai euh, la recherche de ce professionnel. Donc voilà, vous avez des possibilités d'y travailler. Alors bien sûr, oui, il faut être parfaitement parler l'anglais et le néerlandais. Mais voilà, je vous invite à regarder ces diapositives plus en détail et à prendre le temps en regardant ces informations sur nos programmes sur notre page Facebook. Merci à tous nos partenaires Qualifita qui travaillent aussi beaucoup avec nous à Amsterdam. Merci aussi à nos partenaires du Brésil, des États-Unis et d'Europe. Si vous souhaitez nous contacter, vous avez ici nos coordonnées, le site internet et l'adresse Gmail. Si vous souhaitez en savoir plus et recevoir les dernières nouveautés, vous avez ici toutes les informations disponibles. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook et YouTube. Andrew, Dr. Heyman, je vous invite à nous rejoindre. Merci, je vais pouvoir vous poser quelques questions. Je suis vraiment ravie d'avoir la possibilité de vous interviewer. Andrew, vous avez parlé, vous m'avez dit que vous aviez une approche assez intéressante. C'est que vous traitez également les personnes qui ont une maladie spécifique, ou ils ont une situation où ils peuvent prendre du poids, avoir une mauvaise santé. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots à ce sujet? Quelle est votre approche à ce sujet? Merci. Oui, alors comme vous le disiez, tous les défis liés à la prise de poids que vous avez mentionnés peuvent être observés chez une personne qui vit dans une maison peu sûre
Par exemple, si vous avez une maison fort humide avec beaucoup the d'humidité impact et on de champignons, the people les living in those conséquences de ces personnes qui vivent dans ces foyers, dans ces maisons, sont it generally terribles. starts with En général, ça excessive commence par exemple inflammation, avec and trop that d'informations. inflammation accumulates in the Et brain cette accumulation and the rest of d'informations the body, sature le and there cerveau, are sature le secondary corps, and tertiary consequences et that cela a des lead to conséquences tertiaires unravel throughout the person's physiology chez la physiologie and de cette as I say, I personne. mean it. Just about every area of sort of physiology Et and health j'insiste that vraiment, ça peut se retrouver dans I toute see la those santé. consequences in Je people peux who voir live que in ces unsafe conséquences chez les personnes qui vivent dans So des how do foyers people, for example, with délabrés. excess weight, Et combien de personnes, par exemple, would qui sont en have surpoids benefit from having a healthy home? bénéficieraient d'avoir un Is foyer that de meilleure is it half qualité? Est-ce que c'est percent or 30%, 10%? 100%, 10%? all of them. I mean, Tous. I think, when you start Je pense talking que about quand vous commencez à un petit peu pathological parler inflammation, des informations pathologiques, and its deep role in the setting of weight gain and c'est difficulty très with lié à la sleep, prise de poids et à la you difficulté de cannot perdre du overstate poids. the impact On ne that peut the home pas itself insister can have in assez that sur le fait que c'est capacity. très And I important. would say most, but not Et all je of my dirais patients que have gained presque tous mes patients some ont or a pris significant amount of du weight poids, because they're living peu in ou a healthy beaucoup, home. parce qu'ils vivent dans une maison And humide avec des moisissures sur les murs. it's something to behold. In fact, when I have a patient who comes to my Une fois, practice j'avais un and they're patient qui est arrivé complaining dans of mon cabinet excessive qui se fatigue, plaignait de sa fatigue, weight gain of anywhere from 40 to 60 pounds that's qui avait pris unintentional, beaucoup de poids and a variety of other symptoms. et qui souffrait de bien d'autres It's symptômes almost encore. always the home. En général, So c'est preventing toujours dû au obesity. foyer, à la maison. What's really difficult for Et ce these qui est vraiment patients in difficile pour ces particular is that patients, usually by the c'est qu'en time they start général, medical practice, entre, they've already tried to entre le change moment their où diet, they've où ils sont already arrivés à mon implemented cabinet, en some général, sort of ils ont déjà exercise, essayé de faire quelque chose, and the weight d'améliorer won't leur drop, santé, de mieux and they manger, de don't know faire du why. sport, et ils ne It's s'améliorent pas, ils ne almost savent like pas a pourquoi. diagnosis of Donc, exclusion. c'est un petit peu un And if there are diagnostic other reasons d'exclusion. why they've gained Quand il y a weight, d'autres raisons pour lesquelles typically ils speaking, prennent the du sort poids, of en général, strategies that you've mentioned, intermittent les stratégies que fasting, vous avez mentionnées, improving the quality of d'améliorer your la qualité de diet, vie, du régime exercise, alimentaire, faire du hormone sport, balance, avoir un équilibre improving gut hormonal, function, all of those améliorer things la seem to fonction work. intestinale, tout cela a But what tendance I à find is fonctionner. that Mais ce que j'ai pu my découvrir, c'est patients, que chez mes they've already patients, typically tried en all of général, those ils ont things, déjà and the essayé weight tout still ça. won't come off, Et and they pourtant, just ils ne don't know perdent why toujours something's pas de So, poids et ne savent for pas them. pourquoi. C'est très how frustrant would pour eux. a patient Et alors, or du coup, anybody comment ces recognize patients, that ou their n'importe home qui, has pourraient something reconnaître wrong? Is it mostly que c'est leur maison home or qui n'est kitchen pas or the bedroom or saine? Est-ce que c'est comment on fait pour look savoir at quelle on the pièce c'est? walls? Comment on fait reconnaître pour savoir sur les murs? Paint that doesn't hold on the walls, Par for exemple, est-ce que c'est example, la or peinture qui se décolle des murs? So there's a few sort of vital signs Alors, il y a quelques signes to look vitaux for in the home qu'il faut itself. chercher The dans son first foyer, is chez if soi. there's a Les known premiers, history c'est savoir s'il y a un water historique, intrusion. So par exemple, a d'infiltration leaking d'eau, pipe or un tuyau qui some fuit, sort par of flooding in the exemple, past. une inondation, An event that un was sort of événement identified. qui a permis Beyond that, qui a we été also know you identifié. can get microbial Ensuite, growth vous pouvez aussi avoir if the humidity in the home euh, is des formes de 65% moisissure lorsque or l'humidité above est on average. supérieure à What's really important to 60%. control Donc, with il est humidity très so you important don't need a leak de surveiller le taux is get some d'humidité chez vous. microbes to grow. Souvent, vous aurez In addition to that, and this de la is moisissure, des particularly in the microbes. research that we've published, En outre, c'est le it résultat d'une turns étude qu'on a out publiée. Il that semblerait even que musty smells s'il y a des even if odeurs there's de no history of moisissure chez water vous, même s'il intrusion, n'y a aucun there's historique likely a de problem. fuite, il y So a sûrement un problème. for Et ce qu'on a us, découvert vraiment, ce qui just était formidable because pour we nous, c'était que identified parce qu'on something a other than mold identifié that's autre likely chose que growing in la the home and moisissure qui causing the musty smell. pousse, qui And in se fact, it's a prolifère dans form la of maison, bacteria. c'est une And forme de this bacteria bactérie. can Et accumulate in cette bactérie pipes. peut s'accumuler dans les It can tuyaux, accumulate on dans la relatively dry surfaces canalisation, in dans the des home. surfaces parfois And relativement what's sèches. really surprising Et ce is qui a été this vraiment bacteria can surprenant, even c'est que cette potentially bactérie peut colonize même what makes coloniser the patient's skin. la peau des And patients. wherever they go, Donc, they peu can bring importe these microbes with them. où vont ces patients, ils It's vont neat. emmener It's ces called microbes avec eux. actinomycetes. C'est And l'actinomycite. actinomycetes has shown itself to be L'actinomycite a pretty bad actor est in en the home. fait un très We used to mauvais think it was acteur all chez mold. soi. On pensait que c'était de la And now we know moisissure, mais maintenant these types of on microbes sait que can c'est une really autre forme de influence microbe qui peut rendre les gens malades. And so, how do you treat them? Alors, A comment vous person traitez has, ce of microbe? course, they probably have to arrange the Probablement, things oui, in voilà, their il faut déjà corriger les problèmes water chez and soi, probably
réparer les fuites, par exemple, assécher ces salles, ces pièces. Mais au niveau de la santé, qu'est-ce qu'on peut faire? Puisque je suppose que ce virus, par exemple, pardon, ce microbe intègre la peau. Alors ça, c'est un grand débat pour savoir à quel point ça peut s'accumuler dans les organes, dans la peau, ça passe dans le système de circulation. Le plus gros problème, c'est probablement l'information en soi. Elle arrive dans le cerveau et dans le reste du corps. Ça a pris tout, ça a mobilisé toute notre équipe pour identifier la partie du système immunitaire qui réagissait à cette exposition. Et en général, ce type d'information rentre dans, mais ne ressort jamais. En général, quand on fait des analyses, tous les résultats sont positifs, tout va bien. Et c'est comme ça qu'on s'est dit que ça venait d'une partie spécifique du système immunitaire, mais quand on a réussi à le mesurer, on savait qu'on avait une chance, une possibilité de contrôler ceci. Nous avons tout un ensemble de moyens pour réduire l'information chez nos patients et ensuite on doit s'assurer qu'ils puissent voilà, nettoyer leur maison, s'assurer de lutter contre la source, qu'elle soit contrôlée. Donc vous avez identifié la source, mais qu'est-ce qu'il y a autre chose qui peut augmenter, qu'on peut mesurer? Alors oui, c'est lié à l'immunologie 1.0, si on peut dire. Il y a en fait deux signes dans le système immunitaire, dans notre ADN. Donc il y a la partie ADN et la partie acquise, on va dire. Et la plupart de la médecine concerne la mesure des marqueurs qui sont liés à la partie qui s'est adaptée, liés, donc des marqueurs auto-immunitaires, etc. Mais les marqueurs spécialisés que nous avons trouvés, qu'on pouvait retrouver dans cette population, venaient de l'autre côté du système immunitaire, donc c'est plutôt celui qui est à notre ADN. Donc ce sont des marqueurs qui, en général, qu'on retrouve qu'on qu'on examine peu, mais qui sont très intéressants. Et les résultats étaient fascinants. L'un des marqueurs clés qui réduisait avec le temps parce que le cerveau était inflammé, notamment l'hypothalamus, c'est l'hormone stimulante qui stimulait la mélanine. Donc, c'était lié à la production de mélatonine, mais aussi, ça avait des répercussions sur les liquides autour des articulations, à la réponse immunitaire, ce qui est aussi utile à l'équilibre général hormonal qui est lié au métabolisme, au maintien du poids. Cette hormone MSH a vraiment des influences sur tout le corps et à cause de cette inflammation cérébrale, on a pu observer cette MSH. Mais ce n'est pas tout. Les répercussions sur le cerveau sont très graves. Donc, on a mesuré la MSH, on a mesuré d'autres facteurs, les différentes hormones que l'on pouvait retrouver aussi dans le cœur. On a aussi mesuré l'AC4A, C3A. Ce sont des marqueurs très importants qu'on retrouve aussi dans l'activité immunitaire, qu'on n'observe pas forcément dans la médecine traditionnelle. Donc, quels ont été les traitements que vous avez fournis pour... Est-ce que vos patients se sont améliorés? Ils ont pu se relever, récupérer? Oui, tout à fait. On a pu voir une résolution de ces marqueurs. Ils se sont tous améliorés. Les taux d'inflammation ont réduit et par conséquent, les taux d'énergie de ces patients se sont améliorés, ils ont perdu du poids, ils se sentaient en meilleure forme. On a aussi vu que cette inflammation avait des répercussions sur le cerveau. Ça pouvait créer des blessures au niveau du cerveau et ça ressemble un peu à un trauma. Nous avons tout un ensemble d'études d'IRM qui montraient que les répercussions n'étaient pas seulement au niveau du métabolique, mais aussi sur le cerveau. Il y avait vraiment des résultats chez une portion de nos patients qui était une blessure au niveau du système nerveux central.
Et on a montré qu'avec le bon traitement, on pouvait inverser les effets sur le cerveau. Oui, parce que vous avez aussi dit que ces patients avaient aussi un peu un symptôme post-traumatique. Et beaucoup de ces patients qui étaient très en surpoids étaient souvent très stressés. Et en général, ces patients aussi avaient ce problème au niveau de leur maison, de leur foyer. Oui, et ça, on a pu observer cela à plusieurs niveaux. On pouvait voir les répercussions sur l'intégrité au niveau de réponse du stress, où le cerveau est inflammé et tout ce qui est sécrété par le cerveau, donc par exemple les productions de cortisol, de réaction au stress, sont dérégulées. Réponse biologique de la personne au stress est anormale avec le temps. Et outre cela, ces patients sont très malades. Ils ont souvent une fatigue chronique, une dépression, un déséquilibre hormonal. Ces patients sont très difficiles à traiter. La maladie en soi devient traumatisante. L'esprit n'est plus à l'abri, le corps n'est plus à l'abri et la maison non plus. C'est vraiment tout un effet en cascade. Et donc, vous ne traitez pas seulement la moisissure et les bactéries, la prolifération de bactéries, vous traitez aussi peut-être s'il y a par exemple trop de plastique, trop de toxines, vous faites cela aussi, puisque il y a des années, j'ai appris auprès du mouvement américain de la santé environnementale, et je me rappelle même les murs et dans les peintures, il fallait faire attention. Il y a des gaz qui peuvent vous rendre malade. Donc, il y a tout un phénomène environnemental. Il faut vraiment avoir une approche holistique pour le foyer, pour la maison. Est-ce que vous avez travaillé avec eux? Oui. Et en fait, j'ai pas pu bien travailler avec ces experts. Donc, j'ai travaillé avec un réseau de professionnels de qualité de l'air qui nous ont aidés pour assainir les maisons, voir quelles étaient les sources de contamination et ensuite développer un plan de remède sain qui est assez drastique, bien plus qu'un plan de lutte contre la moisissure. En général, ça ne va pas suffisamment loin pour mes patients. Il faut vraiment aller, euh, pour ces patients, ils doivent aller vivre dans un environnement très sain. Et souvent, les personnes en bonne santé dans un environnement sain, on passe tellement de temps à examiner ce qui se passe dans le corps du patient. Je pense que les médecins tels que moi doivent avoir ces expertises un peu plus vastes et plus diverses. Comment accéder à ces foyers, comment aider ces gens à créer un foyer sain. Vous avez un programme peut-être, un livre que les gens pourraient lire pour savoir quoi faire ou avoir une idée de où se rendre peut-être à votre centre? Alors, j'ai rédigé un manuel, L'art de la science. C'est sur ce syndrome spécifique. Donc, c'est un autre terme pour dire que voilà, je vis dans une maison malsaine qui me rend malade. Vous retrouverez dans ce livre toutes les informations techniques. Et oui, bien sûr, j'ai une clinique en Virginie où on prend soin des patients du monde entier. C'est un problème mondial. On sait par exemple qu'aux États-Unis, 50% de toutes les structures, de tous les bâtiments ont un problème d'humidité et d'eau, et au moins 20% de la population sont particulièrement exposées à ce problème. Alors, toutes les personnes qui vivent dans un environnement humide ne vont pas forcément en souffrir, mais il y en a quand même un nombre assez élevé qui vont en pâtir directement. Donc, votre livre, où est-ce qu'on peut le retrouver? Sur Internet, sur Amazon? Oui, tout à fait. Vous le trouverez en ligne. Très bien, super. Alors, je propose que peut-être on pourrait voir un petit peu les questions et comme ça, on pourra y répondre, vous et moi. Alors, la première question, tout le monde est différent, mais quelles seraient vos recommandations pour les personnes véganes
qui essaye de voir un petit peu quelles sont les sensibilités alimentaires. When I see histamine Alors, issues, I always think exposure. So je there's a pense link toujours between, aux this is my superpositions, bias. There enfin, en tout cas, c'est mon point de is vue, activation of gene sequences l'activation de that gènes make people séquentiels particularly sensitive to foods and qui become rendent quite les gens resistant when you're particulièrement living in an environment sensibles lorsqu'on vit dans un unhealthy. environnement qui So n'est pas one of the sain. things that I will Donc, do l'une des is choses que have je the ferai, person moi, c'est de thinking faire en sorte que about cette what's the personne quality réfléchisse of un my petit peu à quelle est la food. qualité de Is son this one of the environnement. reasons why Est-ce que so c'est l'une des raisons pour reactive laquelle, par towards exemple, je réagis in particulièrement à general mon alimentation de manière treatment générale? wise En termes de other traitement, products like il y a diamine des produits comme oxidase that les oxydes reduce diamiques histamine qui responses, réduisent other les natural problèmes d'histamine. anti-inflammatories such as quercetin and bromelain that can also help La bromelaine aussi in peut aider. that regard. The other piece, and I don't know how you feel about this, is Alors, je ne sais pas quel est sometimes votre point de vue à if ce a sujet. vegan is moving towards raw, Parfois, I les find that véganes sometimes passent that au actually makes the cru gut work even harder to break et foods parfois j'ai down. le So they sentiment que may c'est want to make encore sure that plus they're cooking their difficile. foods or steaming their foods to make it easier to Il est parfois digest. plus facile de cuire son alimentation, même à la vapeur, pour mieux absorber les nutriments. Oui, il y a tout un mouvement en Europe en disant qu'on a des aliments qui sont liés à ce problème d'histamine, pardon, ou des aliments qui sont pauvres en histamine ou qui ne déclenchent pas l'histamine, par exemple les aliments pas frais. Il y a aussi peut-être plus de risques de moisissure. Donc voilà, vous mangez aussi un problème que vous pouvez retrouver chez vous. Donc pour les véganes, ils doivent manger des aliments qui sont germés. Les graines sont très toxiques. Vous avez aussi des enzymes qui stoppent la germination. Donc il faut que les aliments soient germés, mais pas trop parce que c'est des aliments assez riches. Il faut bien sûr prendre beaucoup de nutriments et absorber dans un régime vegan du fer. Parfois, on manque d'aminés, donc on a besoin de suppléments, de compléments. Autre question. Est-ce que le liraglutide, Saxenda, est vraiment dangereux en termes de pancréatite et de cancer de la thyroïde? Alors, la plupart des études chez les animaux ont montré que les taux étaient parfois bas chez l'humain, mais pourquoi utiliser le liraglutide si vous dormez mieux et si vous avez moins faim? C'est moins dangereux. On peut être très malade si on peut prendre trop de liraglutide. Je ne sais pas quel est votre point de vue à ce sujet. Le liraglutide, Saxenda, ce sont des injections. My read of the literature is, Alors, mon point de there's some vue, very c'est large que long-term studies lors des études à long suggest terme ont that we don't montré see an increased qu'on risk ne for voit pas pancreatitis. The d'amélioration last one I think was dans 5.5 la lutte contre la million. pancréatite et So le cancer. Je crois que c'était chez près de that 500 000 being said, personnes. a Ceci healthy dit, gut un is what intestin en bonne is part of santé, the GLP-1. ça vous permet de créer beaucoup de And I think GLP-1. as the brain Et je grows, so pense does the que gut. So when we say sort of quand le sleep cerveau va matters, bien, it does l'intestin va bien matter. et inversement. Donc voilà, quand vous And a dormez healthy bien, diet and a que healthy vous mangez digestive bien et que vous microbiome digérez bien, producing the markers vous that we need to produisez have les bons marqueurs satiety qui nous and permettent liver d'avoir la metabolism. satiété, un bon I think métabolisme. maybe there's a role for short-term Je use pense qu'il of peut y these avoir une utilisation medications, à court terme but de ce I type don't think that de they're traitement, mais long-term je ne crois pas fix. qu'à long terme, il y ait And I des think that effets. they have to be placed into Et a je pense qu'il context, faudrait les if at placer dans un all, contexte with healthy lifestyle, ou avec and as I said, sort of healthy people in healthy environments. un bon environnement et un bon mode de vie. Autre question. Comment être en bon équilibre si vous avez un taux d'insuline élevé et que mes hormones AND sont faibles? Alors, je ne connais pas cette hormone, AND, donc je ne peux pas vraiment répondre. Mais voilà, si vous avez un taux d'insuline élevé, vous devez perdre du poids. Mais un taux d'insuline élevé, ça peut aussi venir du stress, des hormones de stress, donc moins de stress, moins d'insuline. Il y a bien des manières de réduire son taux d'insuline.
On a une autre question. Est-ce qu'il y a du riz ou des graines dans le régime paléo? Alors non. Euh, non, du paléolithique, il n'y avait pas de graines, de riz, il y avait des noix, des fruits secs. En général, je propose souvent aux patients de faire tremper ces graines pendant la nuit, par exemple. Et donc, c'est bien plus digeste après, parce que souvent, vous avez des éléments toxiques avec de l'ansémine et des pesticides. Vous devez les éliminer parce que souvent, ça vous empêche de digérer. Donc, pas de riz ni de graines dans le régime paléolithique, mais des apports de graines germées, par exemple, ça peut aller. Et le riz germé aussi, ça existe. On explique aux patients, voilà, on a des documents à ce sujet lors de nos consultations. Est-ce qu'on peut consommer des protéines végétales le soir? Alors, moins, c'est mieux, moins. C'est mieux que les protéines animales puisque ça a moins d'effets négatifs, mais ce n'est pas optimal. Par exemple, les haricots, les lentilles. Comment ne pas man- Comment le fait de ne pas manger les protéines après 14 heures peut permettre d'avoir suffisamment de protéines pour les muscles? En général, c'est bien pour la longévité. En général, on dit entre 1 et 2 grammes de protéines par kilogramme de masse corporelle, ce qui est exact. Mais notre corps ne peut absorber que entre 20 et 40 grammes par repas. Donc, il faut 3-4 repas pour absorber. Donc, clairement, faire ça si on ne doit pas en manger après 14 heures. Donc, les recommandations sont très strictes dans le sens où l'idée, c'est de réfléchir à ce qu'on doit éviter de manger des protéines le soir. Si vous jouez un petit peu des petits morceaux toute la journée, mais que vous en mangez moins le soir, mais que c'est des petits morceaux, ça n'aura pas de conséquences négatives. L'idée, c'est de vraiment réfléchir et penser qu'il ne faut pas manger de protéines le soir, sauf si vous avez des acides aminés. Ça peut vous permettre d'améliorer la prise de muscle, par exemple juste après le sport le soir. Mais pas trop si vous avez un ventre gonflé. C'est un signe que vous avez trop de protéines le soir. Donc, vous ne devez pas avoir la partie supérieure du ventre gonflée. Est-ce que vous- Andrew, vous avez un point de vue sur l'apport de protéines, peut-être? Non? Très bien, on continue. Des questions similaires. Qu'est-ce que Ozempic signifie? Alors, Ozempic, je l'utilise parfois, j'utilise beaucoup moins parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui tombaient malades. L'Ozempic a été donné à beaucoup de personnes qui ne dormaient pas assez, qui ne mâchent pas assez et qui font pas tout ce qu'ils devraient faire pour être en bonne santé, qui vivent dans un contexte trop stressé où ils n'expriment pas leurs émotions. Donc, je pense que l'Ozempic, chez une personne qui n'arrive pas à améliorer son mode de vie, ça peut être utile sur une courte période, mais voilà, on a aidé des patients, mais je préfère traiter les causes. Il y a des recherches aussi qui ont montré que l'OMP1 réduit l'inflammation cérébrale. Et chez mes patients, lorsqu'on a ce type de traitement, ils dorment mieux, plus profondément, ils se sentent mieux de manière générale. Et je pense que ça va au-delà de ce qu'on pourrait s'attendre pour ce type de traitement. En tout cas, chez mes patients, c'est ce que j'ai pu observer. Donc, réduire cette activation centrale. Oui, on a vu, mais que c'est bon pour le cœur, c'est bon à différents niveaux, même pour le cerveau. Il y a des études qui l'ont montré. Il y a des effets positifs. Mais ce que j'ai pu observer chez les patients, c'est que quand ils ne le tolèrent vraiment pas. Donc, je pense qu'il y a des patients lesquels il faut leur donner des petites doses pour éviter les surréactions. Est-ce que il y a des conséquences négatives à prendre les hormones de croissance? Oui, vous êtes plus beau, vous vivez plus longtemps, vous sentez mieux. Oui, puis c'est beaucoup de désavantages hein, quand on se concentre sur le négatif, n'est-ce pas?
Je pense que le problème, c'est toujours l'overdose. Une surdose d'hormones de croissance, c'est jamais bon. Donc, il faut trouver la bonne dose. Pour moi, par exemple, j'étais très sensible aux hormones de croissance, donc j'en ai pris pendant 30 ans. Je crois que ça fait déjà 30 ans, oui. J'ai pris des toutes petites doses que je diluais vraiment 5 fois, 10 fois. Et aujourd'hui, je prends une dose normale d'hormones de croissance. Je crois que c'est 0,3 mg. Et je les tolère très bien, mais avant, c'était 0,03, donc voire moins. Donc, il faut trouver le bon dosage. Unfortunately, we don't have Malheureusement, good access to growth nous hormone in n'avons the pas US. accès aux hormones de The croissance aux regulations États-Unis. are incredibly Les strict. réglementations sont très strictes. I would prefer to use it more frequently, Je but préférerais les it's utiliser plus very, very fréquemment, hard to mais prescribe c'est it très in difficile de les the United prescrire States, aux unfortunately. États-Unis, malheureusement. Vous Vous êtes protégé par la FDA, donc l'agence sur les aliments et les médicaments. Nous avons tout cela est expliqué dans mes livres. Si vous voulez, je vous envoie mon livre. Il y a une pharmacie à San Diego qui les vend facilement et ils savent comment procéder de manière légale, mais ça peut aussi dépendre d'un État à l'autre. Dans certains États aux États-Unis, euh, c'est illégal, mais je connaissais un médecin qui a été fortement sanctionné pour avoir utilisé l'hormone de croissance. Il a fait des essais, il a perdu malheureusement sa licence pendant 3-4 ans, et puis il est revenu, et il a dû présenter ses excuses. Donc, il faut être prudent pour être sûr que ce soit bien légal. Alors, en Belgique, on n'a pas eu de problème. Parfois, j'ai été attaquée, mais j'ai fourni toute la documentation, toute la littérature scientifique. Il y avait tellement de publications scientifiques sur la sûreté, sur la sécurité avec les bons dosages. En Belgique, voilà, ils m'ont laissé tranquille lorsque j'ai pu me défendre. Alors, le dosage pour l'IG1 et IGF-1 et pour l'hormone de croissance. Alors, dans mon livre, vous avez les dosages, mais voilà, environ une dose, c'est entre 0,1 et 0,2 en moyenne pour un adulte. Ça peut être inférieur, supérieur. L'IGF-1, c'est une double dose, donc c'est 0,4 mg jusqu'à 1, parce que parfois la réponse n'est pas la même. Mais voilà, donc entre 0,4 et 0,8 pour l'IGF-1. En tout cas, c'est en Europe, c'est les chiffres qu'on a. Et aux États-Unis, on n'y a pas accès. Vous avez une IGF, vous devez réduire les dosages par 10 fois en moyenne. Alors, qu'est-ce qui est idéal en termes de niveau de testostérone? Alors, pour une femme, c'est 600 mg par. Mais voilà, ça dépend du poids, ça dépend de la taille. Vous trouverez toutes ces informations dans mon manuel sur les hormones. Beaucoup de questions sur les hormones, oui. Beaucoup de questions sur l'hormonologie. Est-ce qu'on peut manger de la viande rouge? Vous pouvez remplacer la viande rouge par la viande blanche, le poisson, les œufs, mais vous devez varier. Les études ont montré que quand on varie son régime alimentaire, on a moins de risques de maladies cardiovasculaires et ceux qui mangent plus sain ont moins de risques de cancer. Donc, il est très important de varier son alimentation. Quels sont les taux d'insuline? Quel est un bon taux d'insuline? Est-ce que vous avez une idée? Je crois que vous traitez beaucoup de syndrome métabolique. For Un all taux things, d'insuline an correct. Alors, average pour healthy nous, dose en of insulin is général, between 2 and 6. c'est entre 2 et 6. Here in the States, Ici aux hyperinsulinemia États-Unis, is considered to be l'hyperinsulinie two or above.
est entre 22 et plus. Alors, je ne connais personne qui est à I 10. don't think we're actually aggressive Je enough with average glucose levels to je ne our sais typical pas si on range is connaît des somewhere niveaux between de 70 and glucose. 100. Il y en a qui I'd disent que c'est prefer entre at 70 et least 100. below 90 and closer to 80 J'essaie d'être en if dessous possible. de 90, voire 80. I must say something about Alors oui, j'aimerais dire quelque chose par rapport à l'insuline. I'll give a lecture probably for J'ai donné un cours à ce sujet. if the insulin is too low, Si le taux d'insuline est trop bas, absorption of il y a un amino manque acids. d'absorption So I totally agree with the level d'aminoacides. of 7 or 6 is good level or Donc on dit qu'entre 7 et 6, ça peut être however, un when a bon person taux, is ou 2 or 5. 3, Mais si on a 2 ou 3, there's dupi triceps and il y a une dopitrécipe buttocks. et une I baisse started at my age 67 de to certains get taux. atrophy Et of muscles in several quand areas. j'étais jeune, j'avais une I atrophie de certains reversed muscles. part of that atrophy J'ai inversé une by partie de cette 50% atrophie, environ de by adding 50%, insulin en because prenant my de insulin was too l'insuline low parce que mon taux because of my d'insuline était diet. trop faible à cause de Insulin mon was régime too alimentaire. J'avais une 2. insuline de 2 ou 3 It got tighter. My whole body got tighter because et of tout mon corps est devenu more plus ferme absorption. So parce que j'avais une meilleure the absorption. most age-reversing treatment Donc, le meilleur combination treatment traitement de, includes, in my de lutte contre le experience, vieillissement, de mon extremely point de small vue, dose of insulin next to comprend des petites active doses probiotic. d'insuline avec les hormones de croissance. Basically, insulin of 4 is okay, but Donc, 3 une insuline de 4, insulin c'est bien, mais in my 3 ou experience 2, de mon would be expérience, too soon. If you c'est do trop buttocks, faible. triceps get reduced. Vous avez un peu For des example, muscles un peu plus some neighbors, flasques. they had a Je very connaissais une femme qui sagging avait triceps, really sagging, impressive. vraiment une Just peau adding très insulin flasque for et couple simplement of en lui months, faisant prendre de the l'insuline avec difference des hormones de happened 3 croissance, times in euh, 6 months. ses muscles sont devenus 3 fois plus fermes en quelques mois. Donc ça dépend I think you're going vraiment. to find a lot of people in the US with low Vous allez insulin. trouver peu de personnes, je pense, aux Maybe États-Unis avec un taux because d'insuline très bas. Well, Oui, probablement. yeah. some of my patients Certains get de too low mes insulin because of diabetic patients ont trop peu d'insuline parce qu'ils sont au See, that régime. I can understand, but Oui, ça, je peux that's comprendre, not a oui. problem I tend to encounter. Mais c'est pas un problème que je Okay, well, rencontre. it's usually very thin people and who have muscle atrophy. It doesn't respond to En tout cas, pour ceux glucagon. qui ont une If it atrophie does, musculaire, insulin ça can peut be être better. utile. Then, does the growth hormone not risk to increase Est-ce que l'hormone de croissance ne risque pas de déclencher un cancer? Les études ont montré que quand vous donnez des hormones de croissance à un grand échantillon de personnes qui ont beaucoup de déficiences en termes d'hormones de croissance, vous avez 2 fois moins de risque de cancer et que ils ont 4 fois moins de mortalité liée au cancer parce que l'hormone de croissance peut stimuler la culture in vitro de cellules cancérigènes pour les garder en ligne, qu'elles prolifèrent, mais ça développe aussi les cellules immunitaires. Donc, in vivo, c'est bien plus efficace pour les hormones de croissance. Donc, ceux qui ont très peu d'hormones de croissance auront moins de cancer. Et les études ont montré qu'on pouvait les donner aux patients atteints de cancer, à des enfants par exemple, qui avaient des tumeurs cérébrales, et ils avaient 50% de moins de mortalité. Et peu d'études ont montré finalement l'efficacité des hormones de croissance pour les cancers, mais par exemple pour les cancers intestinaux, l'hormone de croissance n'avait pas beaucoup d'efficacité en termes d'augmentation de survie, peut-être 2 ou 3 mois chez ces patients. Il y avait une rémission du cancer presque doublée. Donc, c'est assez positif, assez sûr. Beaucoup d'études montraient que les chiffres étaient assez positifs. Donc on peut dire que c'est assez sûr. Certaines études montrent que plus d'hormones égale plus de cancer, mais d'autres montrent l'inverse. Donc pour le moment, on n'a pas encore de grosses différences. Je n'ai jamais vu un patient vraiment qui développait un cancer parce qu'il prenait des hormones de croissance, de mon expérience. Mais on a fait beaucoup de traitements qui réduisent les risques de cancer avec une meilleure alimentation, avec des hormones, des vitamines, vitamine A, la glycémine, etc. Est-ce qu'il y a plus de biotoxines dans les zones humides et chaudes? Alors, on pense oui, comme je le disais, quand on dépasse les 60% d'humidité,
favorise la prolifération de microbes. certainly in hot weather environments, Donc, dans les environnements chauds et humides, il y a plus de prédisposition. On a même été surpris lorsque des personnes qui vivaient euh, dans des environnements secs, il y avait quand même ce problème. Ça peut être lié à la climatisation qui enclenche de la condensation. Parfois, mes patients me posent la même question. Si, par exemple, ils déménagent dans un environnement plus sec, on pense que c'est plutôt une bonne idée, mais euh, on peut avoir finalement ce problème dans n'importe quel environnement. D'accord, merci. Et je suppose que la climatisation peut accélérer la dispersion de ces microbes et de ces bactéries. Oui, ce qu'on a pu observer, c'est une prolifération potentielle de microbes avec les systèmes de climatisation. Donc, même les unités de climatisation sont censées déhumidifier une maison, mais en fait, c'est un foyer à microbes et ensuite, elles les diffusent partout. Autre question, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le corps à guérir après avoir vécu dans un environnement humide et avec de la moisissure? Alors, j'irai tout d'abord vous assurer que vous avez une bonne hygiène personnelle. On peut avoir la prolifération de ces bactéries sur la peau. Donc, on conseille à nos patients de s'assurer d'être assez finalement agressif, d'utiliser des bons savons tous les jours et de s'assurer qu'ils frottent bien dans certaines zones de la peau, dans des plis par exemple, autour des oreilles, autour du cou, au niveau des aisselles, derrière les genoux. Voilà, c'est là où les bactéries ont tendance à s'accumuler et à libérer leurs acides dans la peau. Donc, l'hygiène personnelle est très importante. Deuxième point, je dirais un bon sommeil. C'est ce qui vous permet de relancer le système immunitaire. Le sommeil peut être parfois négligé chez ces patients, mais il est très important pour guérir. Troisième point, la propreté de la maison en soi. Nous recommandons un nettoyage aux petites particules. Donc, il est important d'utiliser des aspirateurs 2 ou 3 fois par semaine. Nous recommandons de passer l'aspirateur sur les matelas plusieurs fois par semaine, de nettoyer les tissus plusieurs fois par semaine et aussi nettoyer les plafonds, les murs, les sols avec une solution très simple de l'eau, de détergent et de vinaigre. Ce mélange est très efficace pour s'assurer que les surfaces dans votre maison sont bien propres. Ensuite, les filtres pour l'air. Il existe des technologies qui utilisent de la lumière UV, aussi du charbon. Plusieurs entreprises aujourd'hui combinent plusieurs technologies dans une seule unité. Ce sont des systèmes très sophistiqués pour l'usage chez soi et ça peut être très important pour garantir une bonne santé. Et enfin, nous avons examiné beaucoup d'établissements sur la toxicité et accumulée dans les systèmes auxquels vous pouvez être exposé. Et les 2 éléments qui sont ressortis en haut de la liste et de loin, ce sont des éléments qui favorisent
l'inflammation suite à l'exposition de moisissures et qui se développe dans le corps. Il y a d'autres traitements naturels qu'on a trouvés, mais qui ne sont pas aussi efficaces. On a des suppléments en poudre que l'on peut prendre de forme déshydratée pour réduire cette inflammation. Le traitement est complexe. Voilà, vous pouvez utiliser plusieurs systèmes. Très bien, merci. Très bien. C'est très intéressant. On pourrait immédiatement le mettre en pratique. Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'augmenter ces hormones de croissance sans en prendre? Alors, ça marche surtout avec les acides aminés quand vous êtes jeune. En général, 2 grammes par jour. Ça peut augmenter l'hormone de croissance, mais jamais autant que l'hormone de croissance elle-même. L'idéal, c'est d'ajouter les hormones de croissance avec peut-être un stimulant et ensuite vous pouvez réduire les taux. Ça a de très bons effets sur la santé, le bien-être. Si vous pouvez, je vous encourage à prendre des hormones de croissance. Est-ce qu'on prend des fruits avant ou après son repas, une demi-heure avant? Sinon, ça pèse sur votre estomac, ce sera vitement absorbé. Est-ce qu'on peut combiner les protéines avec des glucides? Euh, Dans les légumes, oui, mais pas dans des sirops. Nous avons des préparations qu'on peut acheter, voilà, mais les boissons avec des protéines et des sucres, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Alors, il est vrai que les sportifs prennent du sucre lorsqu'ils prennent des acides aminés, puis ils absorbent parce que ça réduit leur insuline. Mais en ce sens, ça peut être utile. Et on sait qu'aux États-Unis, il y a cette controverse sur les hormones directes. Et on a pu voir qu'il y avait une absorption des hormones inférieure lorsqu'il y avait une prise d'hormones. Donc, vous pouvez utiliser du sucre parfois. Thank you very much for this lecture. My question is for Dr. Andrew Harriman. Merci. Question pour le Dr. Raymond. Quels sont les tests ou les outils que vous recommandez pour identifier les conséquences négatives d'une maison humide? Donc, on utilise des kits qu'on collecte. On collecte la poussière chez les patients on trouve l'ADN, l'accumulation chez les microbes. Ça nous permet de voir un petit peu les résultats. On trouve que les résultats sont bien plus précis qu'avec un échantillon de l'air qui capture en général seulement les spores de moisissure qui sont 0,3 microns, mais les inflammogènes, comme on les appelle, les petites molécules qu'on respire, sont bien plus petites. Et ces tests de kits permettent de mieux savoir si la maison est saine ou pas, à près de 99% de ce que pourrait pousser ou de se proliférer dans la maison. Donc, on collecte la poussière, on cherche les moisissures, les bactéries, les endotoxines. On a aussi une collecte de données. Donc, la technologie vraiment ne fait qu'évoluer. Donc, on va devoir terminer la session, mais je vois qu'il y a encore
question pour répéter le nom de votre livre. Quel est le titre de votre livre? Art and Science L'art et la Sure, science CIRS. de la SURS, Yes. Okay. SURE. Thank you, Andrew. Thank you. Merci Also, beaucoup, thank Andrew. also to people. There were Merci à vous tous, les 2,200 participants. people registered. Il y avait Yes, on 300 average, there participants. will be many people going further. And then you know that it's in which clinic that you are. Alors, It's in vous Pennsylvania êtes donc à Virginia. disponible à une Okay, clinique good. Okay, good. Thank you. située en Thank you Virginie. very much. Merci beaucoup pour votre participation et merci et au revoir.